C'est une nouvelle saison qui débute aujourd'hui, ce soir, pour la Semaine Éco, votre émission hebdomadaire consacrée à l'économie. Alors pour ce premier numéro, nous allons analyser en détail les décisions qui ont été prises lors de la récente réunion du Conseil des ministres, présidée par le Président de la République. Ce sont des orientations qui ont été donc données lors de cette réunion. Une réunion capitale qui avait notamment porté sur le projet de loi de finances 2025, les grands projets de développement, ainsi que sur des mesures visant à renforcer peut-être un peu plus le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous parlerons bien entendu aussi de l'augmentation des allocations pour les voyageurs et les étudiants, ainsi que ce coup d'accélérateur ordonné par le chef de l'État concernant le secteur des mines, des décisions qui reflètent une vision ambitieuse pour l'avenir économique du pays pour ces prochaines années. Pour en parler sur ce plateau, je reçois mes invités, M. Mahfoud Kaoubi, expert en questions économiques et financières. Merci d'être avec nous ce soir pour ce premier numéro, M. Kaoubi. Merci de l'invitation. Juste à côté de vous, M. Abdelrahman Hadef, consultant international et expert en géoéconomie. Merci, M. Hadef, également présent sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Pour le débat. Et aussi, à ma droite, c'est le grand retour de Dr Mohamed Achir. Alors, vous êtes docteur en économie, enseignant et consultant de l'émission. Merci, M. Achir, d'être avec nous pour cette nouvelle saison. C'est moi qui vous remercie. Alors, on commence d'abord pour le débat avec cette première question. Il n'y aura pas d'impôt pour cette nouvelle loi de finances. Ça a été annoncé par le président de la République lors de ce Conseil des ministres. Alors, les alternatives que le gouvernement pourrait envisager pour équilibrer, bien entendu, le budget tout en soutenant ces projets de développement. Comment on va faire ? Question difficile. Théoriquement, les solutions existent. Maintenant, oui, il faut les matérialiser sur le terrain. Bon, traditionnellement, on agit aussi bien sur les dépenses que sur les recettes. Traditionnellement, le Trésor a l'habitude de commencer par les recettes. On essaie d'élargir l'assiette fiscale et d'améliorer le recouvrement. Du moment où l'orientation du président de la République a été de... C'est-à-dire consacrer encore une fois le caractère social, préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est la priorité. C'est surtout consolider la croissance. Ça, c'est l'objectif économique par excellence. Chemin faisant, il est tout à fait normal de préserver le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat ne pourrait être préservé que par l'amélioration de la productivité et l'amélioration de la compétitivité qui pourrait donc se traduire par une amélioration réel du pouvoir d'achat. Maintenant, ne pas imposer d'impôts, de nouveaux impôts tels qu'il ressort du Conseil des ministres. C'est un préambule, hein, il faut le rappeler. C'est un préambule. Pas encore la PLF. Tout à fait. Mais c'est ce qui est présagé en tous les cas. Donc pas d'impôts pour les entreprises, parce que c'est important, on veut relancer la croissance, rassurer le monde de l'économie et des investisseurs. Donc il est important de garder et de ne pas chambouler le système fiscal du moins. Aussi, de nouvelles taxes et de nouveaux impôts se répercuteraient systématiquement sur le coût de production et donc toucheraient le pouvoir d'achat. Donc d'une manière ou d'une autre, rien ne se perd, tout se retrouve. Le plus important, c'est d'assurer la stabilité et surtout d'agir sur le levier de la croissance et de l'investissement. Très bien. Monsieur Hadef, même question. On imagine que l'objectif est de ne pas asphyxier nos entreprises, qu'il n'y ait pas de nouvelles taxes. C'est ce que venait de dire M. Mahfoud Kaoubi. Vous êtes d'accord un peu avec cette vision ? L'Algérie est dans cette ligne directrice depuis quelques années déjà. Préserver le pouvoir d'achat, consacrer le principe bien sûr, voilà, le caractère social de l'État. Aujourd'hui, l'Algérie est toujours dans cette logique et nous avons les moyens de le faire. Sans aucun doute. Je pense que les orientations données durant ce Conseil des ministres, c'est déjà des orientations de cadrage pour l'élaboration du projet de loi de finances et aussi surtout pour le budget de l'État. Je pense que les priorités et les choix stratégiques sont faits. C'est l'amélioration du cadre de vie du citoyen,
par la préservation et la consolidation des acquis sociaux et surtout par la préservation du pouvoir d'achat. Et sur ce point-là, il y a cette décision de ne pas intégrer de nouveaux impôts et surtout aussi de bien maîtriser le phénomène inflationniste. Donc il y a des objectifs dans ce sens-là. Parallèlement, il y a aussi le défi de la croissance parce que l'Algérie s'est inscrite sur une dynamique économique et les objectifs sont très très ambitieux. C'est de transformer déjà l'économie, de mettre en place un nouveau modèle de croissance qui va à terme permettre à l'Algérie de rejoindre le giron des pays émergents. Et ça demande vraiment des instruments, des mécanismes, surtout dans le cadre de la loi de finances. Il est vrai, monsieur Hadef, que il y a quelques années déjà, les lois de finances ont une particularité, c'est qu'il y a une projection sur plusieurs années. Ce ne sont pas des lois de finances conjoncturelles, annuelles, comme on avait l'habitude de voir Bien auparavant. évidemment, aujourd'hui, on est déjà dans le cadre de la loi organique des lois de finances, la LOF, qui déjà s'inscrit sur les 3 ans et avec un nouveau principe, c'est le principe des résultats, pas des moyens. Et quand on parle de résultats, donc c'est des projections, c'est des projets bien définis, bien maîtrisés. Avec des deadlines. Bien évidemment, et surtout avec des KPIs. Là, on est en train de parler des indicateurs de performance et le ministère des Finances est en train justement d'avancer sur ce dossier-là. C'est un grand chantier pour essayer d'identifier quels sont les indicateurs de performance et les mettre en place pour pouvoir suivre avec rigueur. Parce que là, la nouvelle tendance, c'est surtout dans la maîtrise budgétaire, la maîtrise des dépenses publiques, mais surtout d'encourager aussi le développement à travers déjà les différents moteurs de croissance qui sont un peu l'investissement. Et là, normalement, durant l'année 2025, nous allons voir les retombées de ce qui a été annoncé comme projet d'investissement. D'ailleurs, l'API, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, on en a annoncé un certain nombre quand même, qui avoisine les 9000 projets qui sont inscrits. Là, je pense que durant cette année, on va avoir des projets qui vont entrer en exploitation. Le deuxième moteur, c'est le moteur de la croissance. Et où c'est très important de préserver le pouvoir d'achat et permettre aux citoyens de consommer et de là aussi soutenir cette croissance. Troisième moteur sur lequel aussi on est en train d'y travailler, c'est le moteur de l'exportation. Parce que aujourd'hui, on ne peut continuer à compter seulement sur les recettes de devises émanant des hydrocarbures. Il faut qu'on ait une diversification sur ce dossier-là. Et je pense que même les orientations données dernièrement par le président de la République, c'est d'améliorer les performances en termes de commerce extérieur en adoptant une démarche, une approche d'intelligence économique. D'ailleurs, il y a eu la réactivation, on en a débattu dans ce plateau, la réactivation du comité de suivi du commerce extérieur avec la mise en place de l'outil d'aide à la décision selon l'article 12 du décret exécutif 09-429. Donc je pense que on est bien lancé dans une dynamique de développement. Là, il faut la préserver avec des acquis, mais surtout avec un instrument tel que la loi de finances, qui est l'instrument par excellence de mise en œuvre des politiques publiques. Monsieur Haché, je vous pose la même question. Il y a cette volonté, on pourrait qualifier peut-être un peu agressive, c'est-à-dire aller vers des réformes rapidement, essayer de concrétiser, sortir de l'état de torpeur qu'on connaissait avant, qu'on avait connu d'ailleurs pendant la période Covid. La loi de finances 2024, on avait remarqué qu'il y avait quelques belles initiatives comme la suppression de la TAP qui avait soulagé beaucoup d'entreprises. Cette année, on rassure également les entreprises, il n'y aura pas de nouvelles taxes. Il y a le facteur de croissance qui est pris en compte. Est-ce que vous pouvez réagir aussi sur ce qu'avaient dit nos invités sur cette question de préserver aussi le pouvoir d'achat des citoyens? Oui, tout à fait. D'autant plus que sur le plan politique, le président de la République a déjà fait des engagements par rapport à la question d'amélioration du pouvoir d'achat et même d'amélioration de la protection d'un certain nombre de catégories sociales. Donc il est tout à fait normal que... C'est des promesses qui ont été pendant la campagne électorale et qu'il avait répété que cela sera concrétisé durant ce mandat. Tout à fait. Donc la loi de finances, c'est l'occasion d'inscrire les dotations budgétaires nécessaires pour prendre en charge ces augmentations.
bien entendu, seront échelonnés sur plusieurs années, comme ça a été déjà fait par rapport à l'augmentation des salaires de la fonction publique sur trois séquences d'augmentation. Donc, ce projet de loi de finances, effectivement, il a donné un très bon signal pour le pouvoir d'achat, étant donné qu'il n'y a pas d'augmentation de taxes, et pour les entreprises aussi, parce que l'augmentation des charges fiscales et des charges sociales se répercute sur la compétitivité de l'entreprise, donc par la suite sur les prix. Et les prix vont être assumés en infini par le consommateur, c'est-à-dire par les ménages. Donc le fait de ne pas décider d'inscrire des nouvelles taxes, donc déjà, c'est-à-dire ça renforce un peu la consolidation du pouvoir d'achat. Il y a eu des mesures qui ont été prises durant ces dernières années, mais aussi, comme vous l'avez bien souligné, la suppression de la TAP, qui était quand même un fardeau aussi à l'égard des entreprises, donc va aider dans ce qu'on appelle la compétitivité prix. La compétitivité prix des entreprises, c'est-à-dire participer à la réduction un peu de certaines charges. Et cela, ça aide les entreprises aussi à avoir plus d'approche, ou bien plus de visibilité dans l'investissement, c'est-à-dire de s'engager davantage dans l'investissement. Donc, indirectement, on encourage l'investissement. Et aussi, il faut souligner une chose que depuis maintenant quelques années, donc il y a eu un choix politique, économique. C'est la croissance à partir de la politique volontariste de l'État, ou bien à partir de la dépense publique. Donc c'est la dépense publique qui tire la croissance, qui crée de la commande publique, de la demande globale. Donc c'est une politique qui se poursuit actuellement à travers, bien entendu, la poursuite, ou bien la continuité des projets financés déjà par les différents budgets précédents. Donc le financement de ces grands projets d'infrastructures notamment, le logement, etc. Donc tous les projets structurants qui sont actuellement déjà en réalisation, donc ont créé de l'activité économique, ont créé de la relance de l'activité économique. Parce qu'il faut rappeler une chose, la période de la Covid-19 a été marquée quand même par une récession. Donc c'était moins 7% de croissance économique. Donc ces projets sont venus avec une loi de finances volontariste, et des budgets importants consacrés à plusieurs projets d'investissement, donc ça crée de la croissance économique. Tout de même, M. Kaoubi l'a souligné, il faut penser davantage aussi à améliorer les recouvrements, parce qu'à présent, la fiscalité ordinaire ne couvre que 30% des besoins de budget, c'est-à-dire de dépenses budgétaires. Donc on est à 30% en recettes fiscales ordinaires. Le reste, c'est un peu la fiscalité pétrolière, quelques ressources financières, le revenu de l'État, etc. Donc il y a encore un travail à faire en matière de recouvrement pour... Tout à fait. Parce qu'on a une économie informelle très importante. Il ne faut pas l'oublier. Donc il y a quand même un gisement fiscal, il y a des niches fiscales aussi qu'on peut récupérer pour justement rester... Qu'on doit récupérer aujourd'hui, c'est un... On doit. D'ailleurs, le président de la République a parlé dans cette réunion du Conseil des ministres de la nécessité c'est-à-dire de surveiller les équilibres budgétaires. On y reviendra tout à l'heure. Okay. La question que j'aimerais poser aussi, c'est par rapport à cette annonce qui a été faite, d'ailleurs c'était pendant la campagne électorale et qui a été réitérée, c'est la création de près de 450 000 emplois pour les prochaines 5 années. On sort un peu de la PLF, on essaie d'extrapoler un peu, mais le train va être mis sur rail, on imagine à partir de cette année. Comment le gouvernement compte s'y prendre justement pour concrétiser cet objectif qui est très ambitieux, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut créer un marché d'emploi avec cette proportion assez importante? Oui, c'est important quand on voit le nombre des nouveaux venus sur le marché du travail et quand on voit que le taux de chômage est quand même à pratiquement 11% depuis 2 années en moyenne. Donc il est nécessaire de créer un nombre important. Donc on a pratiquement des primo-demandeurs d'emploi
issus de l'université qui avoisine les 250 000 demandeurs d'emploi. Donc à cela s'ajoutent tous les produits, donc la formation professionnelle, tous les nouveaux venus, auxquels s'ajoutent aussi donc d'éventuels licenciés suite à des restructurations que connaît le monde de l'économie d'une manière générale. Maintenant, il y a un effort important qui a été fait par l'État pour créer des emplois dans la sphère administrative, mais ceci, il faut le souligner, n'est pas viable à long terme. À long terme, tout à fait. L'État ne peut pas assumer un marché d'emploi. Tout à fait. D'autant plus qu'il y a une inflation de personnel dans le secteur administratif. Donc nous parlons bien du secteur privé qui doit être... Donc on est en pleine transformation numérique qui nécessite un réaménagement de la carte en matière de ressources humaines et qui plaide vers une reconversion et une diminution d'emplois, du moins en termes de nombre. C'est à la sphère productive qu'échoit actuellement la nécessité de créer des emplois productifs. On peut déterminer certains secteurs, peut-être l'agriculture encore plus, l'industrie. L'industrie. D'ailleurs, les déclarations du ministre de l'Industrie, dernièrement, il a mis la lumière sur la nécessité de relancer le secteur de l'industrie qui ne participe plus autant qu'il y a une vingtaine d'années, bien sûr. 4% de participation dans le produit intérieur brut. Mais cela, à mon sens, passe par de nécessaires réformes qui doivent toucher la sphère économique. D'ailleurs, le président de la République l'a promis et il a annoncé qu'une deuxième batterie de réformes toucherait le secteur de l'économie réelle, qui demeure le secteur qui doit participer dans la création de l'effort d'emploi. Parce que la sphère administrative, il faut le dire, ne pourrait pas constituer une solution pour les problèmes de chômage et les problèmes d'emploi que connaît le pays. La même question pour M. Hadef, 450 000 nouveaux emplois. Il faut peut-être aussi considérer le marché informel, qui est aussi un marché qui emploie. C'est une réalité qui capte beaucoup en matière d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un impératif peut-être de récupérer certaines sphères entre guillemets économiques qui évoluent dans notre pays et peut-être les renforcer et les faire entrer dans un cadre légal? Sans aucun doute, déjà, l'effort a été entamé lors du premier mandat, déjà avec la loi sur l'auto-entrepreneur, qui a déjà suscité un engouement de beaucoup de gens qui étaient dans l'informel justement et qui ont trouvé aujourd'hui un cadre. On parle un peu plus de plusieurs dizaines de milliers. Si ce n'est 100 000 peut-être primo-demandeurs de la carte. Voilà, donc ça c'est déjà un des mécanismes qui est mis en œuvre. Mais là, je pense que pour atteindre ces niveaux-là d'offres d'emploi, c'est surtout le levier de l'investissement qui doit maintenant être actionné. C'est sans aucun doute, que ce soit pour l'emploi ou pour la création de richesses, parce que là on ambitionne d'aller vers des niveaux vraiment importants en termes de PIB. Donc, et aujourd'hui il est important qu'on ait des politiques sectorielles. C'est Mahfoud, il a parlé tout à l'heure du secteur de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un secteur industriel quand même qui est très effectif, donc performant. Et là, toutes les études le démontrent. Et le professeur peut-être peut le confirmer que l'industrie, et surtout l'industrie manufacturière, c'est le levier de la diversification par excellence. Et on ne peut pas y échapper. L'Algérie, à un moment donné, elle était à 18% en 1982. Elle a atteint des pics en termes de participation dans le PIB de l'industrie. Aujourd'hui, on est à 4%. Le président a parlé d'un chiffre de 10%. Donc, il a donné déjà l'objectif d'arriver à 10%, déjà, ce qui est énorme et qui va permettre justement d'arriver à créer autant d'emplois, d'arriver aussi d'élever les performances de la productivité. Parce qu'aujourd'hui, le marché, les marchés, les trois, le marché des capitaux, le marché
de l'emploi et le marché des biens et services doivent aussi tous jouer le rôle en même temps. On a besoin de cette cohésion et cohérence dans le travail de ces marchés-là. Aujourd'hui aussi, on a besoin de s'ouvrir. Si on souhaite s'élever en performance, il faut qu'on s'élève aussi en termes de compétitivité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est qu'on doit s'ouvrir sur l'économie mondiale, intégrer les chaînes de valeur mondiale. C'est à travers cette intégration qu'on peut atteindre des niveaux de productivité, de compétitivité et surtout de performance qui nous permettent de créer autant d'emplois. Aujourd'hui, il est important qu'on s'intègre sur les chaînes de valeur régionales. Avec l'Union européenne, d'ailleurs, on est en train de parler d'une éventuelle renégociation qui est, à mon avis, impérative et qui est dans l'intérêt de deux parties, hein, faut le reconnaître, parce que même les Européens ont besoin de l'Algérie comme acteur économique performant. Et aussi la chaîne de valeur africaine. Là aussi, on peut créer beaucoup d'emplois en s'orientant vers l'économie africaine qui a besoin de beaucoup de biens et de services. Et donc, c'est qu'on ouvre le marché, on ouvre des perspectives, et c'est là où on suscite l'intérêt des investisseurs. Parce que l'investisseur, il a une logique. C'est un businessman. Hein, il a une logique d'intérêt, il a une logique de profit. Ce n'est pas une logique sociale, il faut le dire. Hein. Quoique, malgré que nous avons des entrepreneurs patriotes qui ont cet engagement nationaliste, mais à la fin, il faut qu'on préserver, bien sûr, qu'on repositionne les choses et c'est pour le bien déjà de toute la nation, pas que pour les entrepreneurs. Et là, il faut qu'on revient à ces fondamentaux de la performance, du profit et de l'intérêt. Et aujourd'hui, à mon avis, je pense que Mahfoud, on en a aussi introduit le fait d'avoir une deuxième batterie de réformes pour accélérer ce qui a été déjà mis en œuvre. Et là, je fais référence à la loi monétaire et bancaire qui a déjà ouvert beaucoup de perspectives en termes d'appui et d'accompagnement à la croissance, mais surtout aussi l'environnement de l'investissement. Il faut aussi Est-ce que nous sommes condamnés à faire des réajustements périodiques pour essayer de correspondre à une réalité? Parce qu'il s'agit aussi de ça. Hein, il s'agit aussi de correspondre à le mot réalité est très important. Il faut qu'on soit réaliste. Et pour qu'on puisse avoir de la performance, il faut qu'on fait du bottom-up. Il faut qu'on ait ce retour du terrain. Aujourd'hui, quand les investisseurs disent qu'ils n'arrivent pas à avoir du foncier comme ils le souhaitent, il faut qu'on les écoute. Il faut si les investisseurs disent qu'on a besoin de résoudre la problématique du foncier industriel à travers une nouvelle approche, parce qu'aujourd'hui les réformes sont là, la loi elle est là, une loi du foncier économique avec 3 agences. Nous avons l'agence du foncier industriel, l'agence du foncier touristique et celle de l'urbain, mais nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une approche vraiment pragmatique en termes de foncier industriel. Et je pense que sans ça, on n'arrivera pas à avoir l'investissement en plein régime. Et là, je terminerai juste pour dire, à propos du foncier industriel, il faut qu'on passe à une conception des zones économiques spéciales. Il faut qu'on ait en Algérie des leviers qui ont prouvé leur efficacité dans plein de pays. Et je citerai la Chine à l'ère de Deng Xiaoping avec les 4 premières zones économiques spéciales. Les pays de l'Europe centrale qui sont un excellent modèle, il faut le dire. Il faut qu'on ait cette partage d'expérience de pays pareils qui sont aujourd'hui, je citerai la Pologne, la Hongrie, qui sont devenus aujourd'hui des exemples et des économies réussies, malgré qu'ils ont eu quelques mauvaises expériences. Mais là, à travers ce modèle du foncier industriel qui sont les zones économiques spéciales, je pense qu'on peut faire vraiment accélérer. Un modèle qu'on pourrait éventuellement prendre pour exemple. Je reviens avec Dr Hachid sur cette question de l'emploi et cette création. On l'avait dit, hein, c'est un projet qui est étalé sur plusieurs années, 450 000 emplois. Il y a des réalités de terrain qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, quelles sont les priorités justement pour réaliser cet objectif qui est très important?
Oui, je pense que déjà il y a ces grandes infrastructures en réalisation qui vont employer énormément de main-d'œuvre, mais aussi on a un programme très ambitieux de 2 millions de logements. Donc le BTP le va BTP, forcément employer. secteur, Oui. effectivement, le secteur de la construction. D'ailleurs, même sa part dans le PIB ne cesse d'augmenter. Selon le dernier rapport de la Banque d'Algérie sur l'activité économique et monétaire de l'année 2023. Donc le secteur de la construction contribue énormément au PIB, le secteur de l'agriculture aussi qui emploie 2 millions, mais avec maintenant ces nouveaux projets importants, surtout des projets de partenariat avec des grandes firmes internationales, c'est des projets quand même d'envergure avec le Qatar, avec L'Italie aussi, l'Italie, sur le etc. blé. Donc des projets pourvoyeurs de milliers d'emplois, hein, c'est-à-dire ces grands projets dans l'agriculture, dans le secteur de la construction, le bâtiment, dans l'industrie aussi. Il y a quand même, M. Haddef a souligné l'AEP qui a annoncé déjà plus de 9000 projets. Donc l'entrée, bien sûr, en réalisation de tous ces projets-là, ainsi que, bien sûr, maintenant, il y a quand même une dynamique, qu'on le veuille ou non, il y a une dynamique même dans le secteur public marchand. Donc on a vu avec la reprise des anciennes entreprises, donc tout ça, ça va créer des plans de charge, des plans d'emploi, donc ça va créer assez d'emplois. Mais toujours est-il, il ne faut pas compter seulement sur ces secteurs, donc il faut y aller vers des secteurs de la nouvelle économie. Parce que la nouvelle économie, elle crée des emplois, et c'est les emplois futurs. Quand on parle de la nouvelle économie, c'est les TIC, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est numérique, oui, les énergies renouvelables aussi. Donc voilà un peu les secteurs actuellement qui créent de l'emploi dans les pays développés surtout. Hein. Donc surtout le secteur digital, la numérisation, il peut générer des opportunités importantes de l'emploi. Mais il faut tout de même, donc il faut qu'il y ait l'articulation avec le système de la recherche scientifique et le système de la formation professionnelle, parce qu'il faut préparer aussi de la main-d'œuvre. Même si on veut demain être bien connecté aux chaînes de valeur régionales avec l'Europe par exemple, et qu'on se positionne comme des sous-traitants dans certaines activités, etc., il faut préparer la main-d'œuvre. Il faut préparer les qualifications, les compétences nécessaires, et surtout dans la nouvelle économie, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance justement de délocalisation des emplois de la nouvelle économie. Donc voilà un peu des positionnements. Quels pourraient être les viviers qui pourraient... des viviers futurs pour l'emploi en Algérie. Je voudrais revenir avec M. Kaoubi sur le modèle financier pour le projet de loi de finances 2025, qui a été donc, il a été salué par le président. Est-ce qu'on peut parler de la robustesse de ce plan? On imagine qu'il sera doté financièrement de manière conséquente, au vu des projets qui arrivent, notamment sur le BTPH. Les imprévus économiques, il faut en parler aussi. Nous avons des recettes qui viennent principalement des hydrocarbures. Nous dépendons aussi d'un marché pétrolier qui fluctue selon les tensions géoéconomiques, en particulier en ce moment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Comment on peut justement aller vers cet équilibre et maintenir justement cette cadence qu'on est en train de prévoir pour cette loi de finances qui arrive? En tous les cas, les incertitudes pèsent aussi bien pour les recettes que pour les dépenses. Donc en matière de dépenses, des revenus de la fiscalité pétrolière sont certainement très très sensibles aux fluctuations du marché et des prix sur les marchés internationaux. En tous les cas, depuis 18 mois, pratiquement, il y a une tendance baissière des prix sur les marchés internationaux qui est censée se poursuivre sur l'année 2025, ce qui devrait nous pousser à plus d'attention par rapport aux équilibres, d'autant plus que le niveau de déficit observé en 2022 et en 2023, même en 2024, est en nette croissance et devrait nous interpeller. Nous interpeller aussi en matière de dépenses, parce que les incertitudes en matière d'inflation, augmentation des coûts, des intrants, sur les marchés internationaux sont aussi un facteur de risque qui se traduirait par des révisions
des révisions qui ont été observées aussi antérieurement en matière de révision de coûts de projet. Ce qui est important justement par rapport à ça, c'est d'améliorer la gouvernance du management dans le domaine public, dans la gestion publique. Les projets, j'insiste sur les dépenses, parce que souvent on donne une importance particulière aux recettes, alors qu'en matière de dépenses, que ce soit les rapports de la Cour des comptes, que ce soit des rapports du CNES, etc., ont toujours attiré l'attention qu'il y a une marge d'amélioration importante en matière d'identification de projets, en matière de montage financier, de maturation, de suivi dans l'exécution. Et là, ce n'est pas parce que l'argent est public qui devrait être dépensé avec un peu plus de largesse. Justement, si vous permettez, je pose la question par rapport à ce que vous dites. Vous parlez de la Cour des comptes et tous les rapports qui viennent a posteriori, pour revenir sur... Il y a cette annonce qui a été faite aussi sur la création de l'Agence nationale des grands équilibres, qui a été annoncée. C'est une nouveauté pour cette fois-ci. Alors, sa mission, elle sera axée sur la gestion des dépenses publiques et justement parler de cet équilibre budgétaire. C'est important. Justement, quel est votre avis sur ça? Parce que le risque viendrait, donc une augmentation de la dette publique est un facteur de risque, la soutenabilité de la dette publique est un facteur de risque, et il y a toute la révision d'un ensemble d'opérations qui ont été certes remis à plus tard à chaque fois. Je parle des transferts sociaux, par exemple. Je parle de la rationalisation des choix budgétaires en matière de gestion. On parle, certes, la loi de finances organique a privilégié la logique de gestion par objectif. Maintenant, il faut qu'on voit tout cela sur le plan opérationnel. Sur le plan, on doit l'étaler sur le plan de l'organisation, sur le plan des instruments et sur le plan de la formation des gestionnaires publics. Parce que c'est un élément important. Comment on peut améliorer la performance, l'efficacité et l'efficience de la gestion publique si on n'opère pas rapidement? Et, il faut, durant les 5 années à venir, on a mis en place des instruments juridiques qui sont certes importants, mais qui ne sont pas suffisants. C'est les pratiques qu'il faut changer, et je pense qu'il faut y aller rapidement, parce que le contexte international il évolue très vite. Tout à fait. Et il évolue dans le sens relativement de la contrainte, beaucoup plus que de l'aisance. Très bien. Monsieur Hadef, la même question, justement sur ce besoin d'équilibrer le budget d'une loi de finances qui arrive, et surtout sur le rôle. Quel est le rôle de cette Agence nationale des grands équilibres? Je pense que par rapport au projet de loi de finances, là, il faut déjà assurer ces équilibres macroéconomiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on doit se projeter avec, comme disait M. Mahfoud, déjà par des recettes. Donc d'où on va ramener l'argent pour financer les dépenses. Donc on a déjà tout ce qui est fiscalité pétrolière avec un prix de référence du baril. Je pense qu'il sera maintenu à 60 $. Et aussi les... Même au vu des projets qui arrivent, vous pensez qu'on va maintenir le même je pense, oui. Prix de référence? Oui. Alors on parle bien sûr de projection parce que nous n'avons pas encore le document entre les mains. Effectivement, on est en train de spéculer. Des hypothèses. Voilà, des hypothèses. Donc je pense qu'on sera toujours dans ce cadre-là. Par rapport à l'inflation aussi, il est extrêmement important d'avoir ça à l'œil. Et maintenant, par rapport à l'agence, effectivement, nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'un instrument de planification et de prospective. C'est extrêmement important pour déjà avoir cette capacité de projection et cette capacité de gestion. Je rejoins parfaitement Mahfoud quand il dit que l'aspect formation, l'aspect management, il est extrêmement important. Parce qu'on a souvent privilégié l'aspect instruments et réglementation, législation, par rapport à l'aspect ressources humaines. Aujourd'hui, pour qu'on puisse arriver à ces performances, à cet équilibre, à cette gestion des budgets, il faut qu'on ait le management nécessaire qui peut, au départ, concevoir un projet, l'identifier,
l'accompagner aussi. Voilà, procéder déjà à une maturité dans les études et par la suite déjà avoir cette capacité de le mettre en œuvre, de l'accompagner. Donc c'est extrêmement important. Tout à l'heure j'avais parlé aussi des indicateurs de performance, des indicateurs clés de performance. C'est un peu dans ce cadre-là aussi que cette agence doit un peu accélérer. Donc on imagine qu'il y aura des standards justement qui vont être érigés comme des indicateurs de performance pour mesurer peut-être pas a posteriori, hein, comme l'auraient fait d'autres organismes, mais peut-être en temps réel. Mais en temps réel, justement, c'est des évaluations en continu. C'est ça la gestion performante aujourd'hui, c'est d'avoir cette capacité d'avoir un tableau de bord et ça clignote. Hein. Quand c'est rouge, ça vous voilà, et ça vous informe au jour au jour. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui et c'est extrêmement important parce que le projet stratégique d'arriver à élever la performance économique de l'Algérie au niveau des pays émergents nécessite ce genre d'instruments. C'est des préalables, à mon avis, pour qu'on puisse avoir de la bonne planification, les bons choix, parce que effectivement, quand on fait l'arbitrage des projets, il faut avoir cette capacité d'arbitrer, de trancher sur des bases objectives. Ce n'est pas seulement sur surtout précis, hein. C'est au niveau macroéconomique et même microéconomique, il faut de la précision. C'est pour ça qu'on a changé de modèle dans la loi de finances des moyens vers les objectifs. Exact. Parce que par le passé, on était dans un modèle de moyens. Donc là où il y a un besoin, on met les moyens. Donc c'était selon les besoins. Aujourd'hui, non. C'est selon les objectifs et surtout le retour que ces projets-là vont avoir l'impact sur la sphère économique, la sphère sociale et surtout sur le pays, sur son niveau économique. Je pense que doter le pays d'un instrument pareil, ça serait extrêmement important et j'espère que ça va se faire très très rapidement. C'est déjà prévu, hein. On imagine que ça a été annoncé, donc le projet est déjà sur rail. Monsieur Hachir, la même question sur l'Agence nationale des grands équilibres, votre avis? Je pense, sur le plan d'abord, il y a cette nécessité de supervision et de suivi des risques budgétaires. Déjà, dans l'esprit de la loi 1815, la loi sur organique des lois de finances, il y a cet objectif de suivi budgétaire. Il y a le cadrage budgétaire à moyen terme, mais aussi qui a été suivi par un décret exécutif, je me rappelle bien, c'est le 20-335, qui a institué un haut comité d'évaluation et d'alerte sur les risques budgétaires. Et son travail, justement, c'est de surveiller un peu les risques budgétaires, d'abord les risques macroéconomiques, voilà ce qu'il a dit M. Hadef. Il y a aussi les risques budgétaires des collectivités locales, par exemple, du budget de l'État, mais aussi les risques budgétaires qui sont liés un peu à la sécurité sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans chaque budget annuel, il y a un transfert très important qui est... Alors, c'est quoi la différence? La différence, justement, je pense, ça c'est un travail plus technique. Donc, des rapports qui sont établis chaque année pour donner justement un tableau de bord, le vert, le rouge, sur la situation budgétaire. Mais quand on rajoute la prospective et la planification, donc ça devient global et il y a une vision stratégique. Donc il y a la démarche de l'anticipation. Exactement, de l'anticipation, prioriser les programmes, parce que c'est des projets d'abord, c'est des lois de finances programmes. Donc il faut prioriser les programmes et il faut que ces programmes aussi répondent à des objectifs économiques en articulation avec la politique économique de l'État. Donc qu'est-ce qu'on cherche pendant une période et où on va mettre le paquet, c'est-à-dire les financements nécessaires. Donc, et puis peut-être il y aura une nécessité de déférer certains projets, si ces projets-là ne sont pas nécessairement productifs de revenus à moyen terme, donc ils prendront du temps. Donc il y a nécessité de faire l'arbitrage effectivement, de planifier
Et cette planification aussi, c'est une planification qui va se baser sur d'abord c'est-à-dire la politique de développement. Si on prend par exemple, aujourd'hui, on a même une vision, une nouvelle vision, en tout cas ce qu'on attend dans le prochain texte des collectivités locales, etc., de décentralisation. Donc, on aura une vision même de développement territorialisé, c'est-à-dire même, ce n'est pas seulement des inscriptions sectorielles centralisées, mais il faut y aller par exemple même vers les collectivités locales et programmer le développement selon le besoin et selon les spécificités de chaque région et selon éventuellement demain la spécialisation économique de chaque territoire, comme les pôles de compétitivité par exemple. Donc la nécessité d'y aller vers cette prospective et cette planification va même permettre à l'État de mieux allouer ses ressources financières. Très bien. Alors, pour un peu passer, avant de passer au secteur minier, j'aimerais vous faire réagir, mais très rapidement, hein, sur une annonce qui a fait le buzz, hein, il faut le dire, sur cette fameuse allocation touristique. Hein. Le président avait demandé à ce que cette allocation soit revue de manière substantielle. On ne parle pas seulement de l'allocation touristique, on parle de celle du Hajj aussi, et aussi les bourses étudiantes. Ça va vous faire réagir. Hein. Vous êtes sensible, hein, en l'imaginant, à cette bourse concernant les étudiants? Oui, bien sûr. Qu'ils soient ici ou à l'étranger. Augmenter cette allocation touristique, c'est déjà un besoin. Un besoin, en tout cas, qui est primordial aujourd'hui. Nous n'avons pas encore le montant, hein, ça n'a pas encore été révélé. Mais je pense que c'est une étape nécessaire pour y aller progressivement pour un seul taux de change sur le taux de change officiel. Après, il y a des catégories qui devront en bénéficier. Bien sûr, les montants certainement seront un peu différents d'une catégorie à une autre, la durée, etc. Mais c'est nécessaire aujourd'hui d'y aller vers la réalité des choses. Parce que l'allocation actuelle, quand même... Elle est dérisoire. De l'aveu même du président de la République. Elle n'a pas vraiment de sens. Elle n'a pas de sens. Hein, c'est Monsieur Corby, votre avis peut-être sur cette annonce? Je rappellerai juste que cette décision a été déjà annoncée, ça fait pratiquement 2 ans, je dirais, où le président de la République a annoncé une nécessité de revoir l'allocation. Maintenant, entre besoins, entre inflation, entre réalité, entre besoins et équilibre aussi de nos avoirs étrangers, il y aura des arbitrages qui vont être faits. Alors, il faut juste rappeler une information, c'est que l'Aziz Faïd, le ministre des Finances, devant le Parlement, avait rappelé au printemps dernier qu'une étude est en train d'être... c'est-à-dire que ça a été fait... C'est un projet qui a été initié depuis pratiquement une année. Hein. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, maintenant, en attendant les ajustements nécessaires qui permettraient d'unifier les prix et de permettre une fluidité du système de change de façon à ce que ces questions ne soient plus posées. Donc, c'est une réponse à une revendication de la population. Que ce soit les touristes, que ce soit les hadjis, que ce soit les étudiants. D'ailleurs, le montant actuel, il date pratiquement de plus de 25 ans. Donc, et qui n'a jamais été, révisé. Il était temps de le revoir. Exact. Monsieur Hadeb, rapidement, hein, parce qu'on va passer à une dernière question avant de clore ce débat. Je dirais que c'est une mesure très salutaire. Moi, je parlerai que de l'allocation touristique, où j'espère qu'elle sera aussi étudiée et mise en œuvre dans un cadre de catégorie. Parce qu'il y a des gens qui partent pour le tourisme, il y a des gens qui partent pour les études, il y a des gens qui partent pour les soins à l'étranger. Et il y a des gens qui partent aussi pour le business, hein, qui se déplacent. Donc, à mon avis, la réglementation d'échange doit accompagner. Ces paramètres. Voilà, elle doit accompagner. Et c'est le premier pas, à mon avis. Et c'est un grand pas pour essayer de résoudre le problème du taux de change et surtout du marché parallèle. Alors, une dernière question pour un tour de table, c'est les projets miniers. Le président il en a parlé aussi dans cette réunion du Conseil des ministres. Alors, il y a Garage Billet, il y a Bled El Hadba et Amizour, 3 grands projets
qui sont en cours de concrétisation. Le président avait demandé d'accélérer justement la cadence pour aller vers une phase d'exploitation. C'est d'ailleurs l'objectif que compte atteindre à terme l'Algérie pour essayer de se replacer dans le marché minier mondial. Votre avis sur la question, avec les potentialités que nous recélons dans nos mines? Justement, c'est de passer des potentialités à l'exploitation, aux revenus, à la dynamique. C'est ce qui est attendu. Donc là, accélérer les processus, c'est justement d'être dans la logique du retour sur investissement. Donc l'État a énormément misé sur le secteur de l'industrie extractive pour constituer la locomotive du développement. Donc sur le plan de l'architecture, le rôle de l'industrie extractive est très, très important, mais aussi l'État a mis énormément d'argent en finançant les grands projets par le Trésor, et donc il est nécessaire de rentabiliser tout cela, parce qu'il y va de l'avenir de l'équilibre budgétaire et de la soutenabilité de la dette publique. Très bien. Alors, je rappellerai quelques chiffres pour un peu replacer le débat. Nous avons Garage Billet avec pas moins de 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer, ce qui fait de ce gisement minier l'un des plus importants au monde. Vous avez le phosphate de Bled El Hadba, donc l'Algérie qui possède environ 2,2 milliards de tonnes de réserves de phosphate, et puis le zinc, le plomb, au niveau de Wad Amizour. Nous sommes sur des réserves de plus de 68, pour être précis, 1,6 millions de tonnes. Monsieur Hadef. C'est énorme, c'est énorme. Ce sont des ressources... Exactement. C'est un secteur qui est appelé à jouer un rôle important en termes de diversification de notre économie, pas en tant que secteur en lui-même, mais surtout pour enclencher une dynamique sur le secteur industriel. Parce que c'est un second souffle. Voilà, parce que quand on parle de Garage Billet, c'est le fer, mais c'est surtout l'industrie métallurgique et sidérurgique qui va venir avec. Et ça, c'est énorme. La même chose pour le phosphate. Là, on parle de phosphate, mais c'est surtout la pétrochimie qui va venir, et surtout l'industrie de matières premières. L'agriculture aussi. Phytosanitaire, l'engrais, justement. La même chose pour le zinc et le plomb à Wad Amizour. Donc, déjà, c'est des projets qui vont créer déjà des dynamiques, mais surtout, ce qui est important aussi par ces projets-là, qui sont des projets structurants, il faut le rappeler, c'est surtout leur équilibre régional. Et ça, c'est un des objectifs sur lesquels aussi travaille le président de la République, cette justice régionale. Il faut donner du développement à toutes les régions du pays. Et là, avec le Garage Billet, n'oublions pas qu'il va ouvrir un corridor nord-sud de tout le côté ouest de l'Algérie, d'Oran, Béchar, jusqu'à Tindouf. Oui. Donc on imagine avec une ville industrielle à Béchar pour le traitement des minerais. Oui. La même chose du côté de Wad Hadba pour le phosphate. Donc c'est un corridor, un autre corridor industriel et surtout un autre corridor de développement économique. Donc on imagine un peu ce que ces projets, c'est un peu ça l'importance et l'instruction du président de la République d'accélérer ces projets, c'est surtout pour insuffler cette dynamique dans les régions et aussi permettre bien évidemment à l'Algérie de devenir autosuffisante, mais surtout d'exporter des produits qu'elle importe aujourd'hui. Voilà, et là on est pleinement dans la substitution des importations. Pleinement, donc c'est plutôt de la promotion des exportations avec le minerai de fer et toute la filière sidérurgique, avec le phosphate et surtout l'Algérie ambitionne à devenir un des grands producteurs d'engrais. Et quand on parle d'engrais, c'est l'agriculture, c'est la sécurité alimentaire, pas seulement nationale, mais internationale. Et la même chose pour le zinc, qui est un élément important dans toutes les technologies nouvelles, dans l'industrie des renouvelables, des batteries, etc. Donc on voit que l'Algérie, à travers ces projets-là, va aller vers un palier supérieur. Très bien. Alors, on termine avec vous, M. Haché, toujours sur la même question. C'est une reconfiguration du paysage minier en Algérie. On va assister à ça dans quelques années. Tout
tout à fait. C'est déjà une exploitation des opportunités que présente le secteur des mines en Algérie. Avant, on ne parlait pas de ces gisements. Aujourd'hui, ils sont déjà en phase d'exploitation. C'est déjà bien. Oui. Donc, il y a c'est-à-dire cette politique consistant à exploiter toutes les opportunités présentées par les ressources minières, du sous-sol. Il n'y a pas que ces 3 projets, mais il y aura, je pense, d'autres projets aussi. Parce que nous avons, des terres rares par exemple. On a un pays continent qui regorge des ressources minières très importantes et diversifiées. Et en tout cas, il y a même une orientation qui est donnée par le président de la République, c'est l'exploitation de ces ressources au niveau national, c'est-à-dire de ne pas exporter à l'état brut. Donc ça, c'est bien parce que... Il y a une transformation préliminaire. Voilà, ici. Donc ça va créer ce qu'on appelle un effet d'entraînement. D'ailleurs, quand on parle d'un projet structurant, cela veut dire qu'il crée l'entraînement des autres secteurs. Et voilà, M. Haddef, il a bien expliqué un peu l'impact de ce secteur sur plusieurs activités économiques, y compris le développement de certaines régions, surtout du sud du pays. Eh bien, merci messieurs, merci. Nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Mahfoud Kaoubi, expert en questions économiques et financières, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et puis à la prochaine pour un autre débat. Abdelrahman Haddef également, consultant international et expert en géoéconomie. Mais merci pour vos éclairages précieux sur les questions abordées aujourd'hui. Et puis Mohamed Hachir, docteur en économie, enseignant à l'université à Tizi Ouzou et consultant de l'émission. Merci encore une fois. M. Haché d'avoir été avec nous. Merci à nos chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez chaque mois.